Bonjour, très heureuse de vous retrouver en ce dimanche. Nous allons passer 1 heure en compagnie de 2 personnes, 2 invités sur le plateau de Thé ou Café. Je vous les présente tout à l'heure. Ils sont là, vous les voyez en silhouette. Mais auparavant, pour vous peut-être qui n'étiez pas avec nous, vous étiez peut-être en vacances la semaine dernière, vous avez loupé Patrick Boel, c'était samedi, Rokia Traoré dimanche, en compagnie de l'humoriste Mathieu Madénian. Bonjour Patrick. Catherine. Qui est Patrick Boel? Qu'est-ce qui est essentiel chez vous? Je crois que déjà, pour se connaître soi-même, il faut savoir d'où on vient. Donc l'Algérie, au départ. L'Algérie que je ne connais pas. qu'à travers la mémoire collective. Ouais. Moi, j'ai quitté quand j'avais 3 ans, donc j'en ai absolument pas de souvenirs Et vous n'y concrets. êtes jamais retourné? Et pas, toujours pas. Je dis toujours pas parce que j'aimerais vraiment y aller un jour. Et de manière même assez symbolique, aller peut-être faire un concert. L'absence du père, ça, c'est justement ne pas avoir de modèle paternel. C'est compliqué. J'avais mon grand-père, j'avais mes oncles, j'avais mes pères de rencontre. Je me suis construit là-dessus de toute façon. En faire un élément absolument fondamental de tout mon parcours, bien sûr qu'il l'est, mais je ne peux pas m'abriter derrière ça. Le besoin d'être mis en lumière, vous l'attribuez à quoi? Probablement à ça. Elle a besoin d'exister, elle a envie d'exister un peu plus que les autres. Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait ciel. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de participer trop au débat public? Pas tant que ça, il y a longtemps que je ne me suis pas exprimé. Je sais que le paysage a beaucoup changé au regard des réseaux sociaux. Et qu'a priori, je pense que les gens sont beaucoup plus prudents maintenant et ont très peur de prendre des coups quand ils s'expriment, parce que les réseaux sociaux sont très violents. Et il est vrai qu'on est rentré dans cette ère où le moindre média guette la petite phrase. Si vous étiez un acteur porno, quel serait votre nom de scène? Big Ben. Quelle serait votre première mesure si vous étiez François Hollande? Je réduirais les marges pour que les agriculteurs arrêtent de crever. Rokia Traoré est une très belle artiste. Paul McCartney dit d'elle, c'est un oiseau musical. Je trouve que ça lui va très bien. Les terroristes interdisent aujourd'hui l'écoute de la musique. Qu'est-ce que vous ressentez? Pour moi, la religion est une manière de méditer, d'être avec soi-même, d'avoir un équilibre aussi avec les autres. Et quand on ne s'en sert plus pour ça et que ça devient un outil pour détruire, moi, je n'ai plus envie d'en parler. Quelle est votre position, vous, concernant la polygamie? Je n'ai rien contre. Je pense que c'est un choix de vie sexuelle. Et que ceux qui le font et que ça leur va ainsi, je ne vois pas où est le problème. Par contre, oui, mariage forcé ou marié de force, des jeunes filles qui ont à peine 15-16 ans, ça, je suis absolument contre. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'il vient sur le plateau de Thé ou Café. Bah, j'espère bien que vous êtes content. Qui vous appelle Chatounet? Ça, c'est quand j'étais gamin, on m'appelait Chatounet. C'est ma mère qui m'appelle Chatounet. C'est charmant. C'est génial. À mon avis, ça va vous rester là. Ça, c'est génial parce que quand je fais des passages à la télé où je ne suis pas marrant, ma mère m'appelle pour me dire c'est pas grave, Chatounet. Qu'est-ce que vous avez pensé du concert là, des The Eagles of Death Metal? Le chanteur est devenu, le Jesse, je ne sais plus comment, est devenu le symbole de la lutte contre la pensée rétrograde de Daesh. Mais quand tu regardes ce qu'il fait, le mec, il est pro-Trump, il est créationniste, il est tout ce que l'Amérique a de plus nul. Et pro-armes. Et pro-armes en plus. Et il le dit et il n'y a aucun souci. Ce mec-là, c'est devenu le symbole de la liberté. C'est quand même marrant. Avec qui vous aimeriez rester coincé dans un ascenseur? Charles Aznavour, pour qu'il me rende mon argent. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un? Tous les jours, 5 à 6 personnes, quand je conduis, je veux qu'ils meurent. Est-ce que vous regardez des films porno? Je vous rappelle qu'il y a ma mère qui regarde. Donc non, ça m'arrive jamais, évidemment. Voilà, choupiné, comme l'appelle sa maman, Madame Madénian. Alors, qui est sur le plateau? Vous allez vous présenter. Bonjour. Tout d'abord, quelle est votre profession? Comédienne. Artiste. Votre devise? L'autre. Chaque seconde est une nouvelle naissance. Oui. Oh. Votre prénom et votre nom? On se retourne. Michel Célarier. Clémentine Jonas. Vous
Vous venez me rejoindre tous les deux, farceurs. Michel Jonas et Clémentine Célarié sont là, ils sont réunis sur ce plateau, ils sont réunis aussi dans une série qui a commencé mercredi sur France 2, Les Bovitz contre les Bovitz. Alors on vous connaît bien séparément. On vous a déjà rencontré à plusieurs reprises. Et ça va être intéressant d'ailleurs de voir si vous vous connaissez tant que ça. Pas sûr. Pas sûr. Est-ce que vous savez tout d'abord, Michel, où est née Clémentine? Non. Et Tu pourtant, m'as pas dit. Non, c'est c'est très vrai. important pour elle. Elle est née en Afrique, elle est née à Dakar. Ah si, ça je savais, c'est vrai. Dakar au Tu Sénégal. m'avais dit en Afrique. Et d'ailleurs, Dakar, vous y êtes resté jusqu'à l'âge de 12 ans. En Afrique, mais Ouais. Cameroun. Vous avez beaucoup ça y bougé, est. parce Oui. que votre Papa, père ouais. était journaliste, Ouais, il ouais. bougeait beaucoup, il était coopérant, etc. Et qu'est-ce qu'il en reste De l'Afrique j'ai eu la chance de rencontrer Boris Cyrulnik. C'est lui qui a identifié que j'avais besoin tout le temps de chaleur humaine, c'est-à-dire de vérité. Donc je pense qu'il me reste, c'est même pas qu'il me reste, c'est que c'est j'allais dire le fond de sauce. C'est-à-dire c'est pas très élégant, pardon maman et papa, mais je pense que c'est comme si je surfais sur une vague qui est l'Afrique, c'est quand même quelque chose d'énorme. Mais vous l'avez dit là tout à l'heure, la devise c'est l'autre. C'est l'autre, Oui. altruiste. Oui, et puis, mais ça, c'est aussi l'éducation de maman et papa, et puis ensuite, les choses qu'on a envie de donner à ses enfants. Mais cette espèce de vérité par exemple, que j'ai retrouvée chez Omar Sy, qui est un acteur qui est français et qui représente, je trouve, vraiment ce mélange comme ça de cette chaleur entre l'Afrique et la France. Enfin, 20 déménagements, au moins, maman, elle a déménagé. Oh là là, pas c'est- plus de 2 ans dans une même ville. Non. Ça perturbe un enfant ou pas? Ben, ça dépend. Moi, ça m'a peut-être perturbée, mais je ne m'en rends pas compte. Ça, c'est peut-être l'inconscience, Oui. mais moi, j'aime bien le mouvement. J'adore ça. Ça, on le sait. Hein, Non, mais voilà. Michel. Mais donc, pour moi, c'est la vie, donc ça ne m'a pas perturbée. Je sais que mon frère Laurent, lui, je sais que ça l'a plus, ça l'a plus affecté, peut-être, parce que. Mais moi, j'en garde quelque chose de tout le temps de. Alors évidemment, on perd des copains en classe, on se fait des copains. moins de et puis, repères, oui. on a moins de repères, mais on s'en fabrique d'autres. Ouais. Et puis moi, de toute façon, je suis restée scotchée dans le rêve, enfin tout le temps. Donc après, voilà, c'est pas. Qu'est-ce que vous savez de l'enfance de Michel? Je sais qu'il a perdu son papa. Ça, je le sais. Il n'y a pas longtemps que ça. C'est ça. Ouais. Et c'était pendant le tournage. Donc Pendant le ça, tournage. l'enfance, pour moi, c'est tout de suite nos Ah parents. oui. Voilà. Donc, Dans la région parisienne, à Drancy, il l'a bien nommé, si je puis dire, la famille de votre mère a été décimée, vraiment même pas partiellement, l'ensemble, Ben, sauf une sœur. Une oui. sœur de votre mère. En fait, l'histoire, elle est un peu compliquée. Ouais. Mais c'est donc l'histoire de son père, que j'ai raconté ça dans une pièce de théâtre à Abraham. J'ai joué pendant 3 ans. Je racontais l'histoire du père, donc d'Abraham, qui était un cantor. Ma mère me disait toujours qu'il avait une voix merveilleuse et que les gens venaient de loin pour Donc les chiens font l'entendre. pas des chats, c'est ça? Ah ça, je Ouais. ne sais pas. Je me suis toujours demandé si j'avais quelque chose. Quoique, quand ma mère venait me voir en spectacle, je lui disais alors, elle me disait non, tu chantes bien, Michel, mais pas comme ton grand-père encore. À chaque fois, elle me disait ça. Ah oui, elle mettait la barre haut. Ma mère, elle avait 16 ans quand elle est arrivée en France. Alors, effectivement, les deux parents, et la Hongrie était très antisémite. Hein. Elle est peut-être un peu restée, je ne sais pas. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Et donc, les deux parents et les deux jeunes qui étaient restés en Hongrie ont été effectivement déportés. Et 2 frères, donc 2 de mes oncles, qui étaient en France, ont été eux aussi déportés, parce que vous savez très bien que pendant la guerre, la police française a bien fait du zèle, et qu'il suffisait d'être dénoncé par un voisin, etc. Et donc, effectivement, il y a eu donc, les 2 parents et 4 enfants. Il restait 3 sœurs, ma mère, ma tante que j'ai connue, et une autre sœur, qui, elle, a connu un sort. Chez elle, on l'a retrouvée asphyxiée avec une fuite de gaz. Vous imaginez l'histoire de cette famille Weisberg. Voilà. Est-ce que vous auriez préféré naître dans une famille qui ne soit pas liée à la grande histoire? Ah non, pas du tout. Parce que j'ai baigné là-dedans, moi, et c'était comme si je me baignais dans une rivière. Parce que je suis heureux d'avoir reçu ça en héritage. C'est-à-dire, vous voyez, des fois, dans mes chansons, il y a ça. C'est-à-dire cette fameuse mélancolie tzigane, des gens qui sont déracinés et qui fait qu'on est dans un état... vous voyez, c'est
dans un état très particulier d'intensité de vie, de cœur qui palpite autrement. Et que moi, je voyais par exemple mes grands-parents paternels que j'ai connus émus quand ils écoutaient de la musique tzigane. Moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est dingue la musique. C'est un truc, la force, la puissance de la musique que ça fait sur les visages des gens, etc. Donc ça déclenche des émotions. Et après, mon père, il m'a amené voir Piaf. Moi, j'ai vu Piaf sur scène. Il y a plus beaucoup de gens qui ont vu Piaf sur scène. Clémentine, je voudrais vous c'est ma présenter. mère. Voilà, Madame Jonas. Ça commence fort. Hein. Madame Jonas, Ouais. le petit bout là. C'est moi et c'est ma Michel sœur, et Evelyne. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est super. Est-ce que Voilà. vous savez, Michel, Oui. quel métier Clémentine aurait aimé exercer? Tu m'émeus. Ah ben mince, elle, Ah oui, je suis elle est très désolée. sensible. Clémentine est Mais très non, mais c'est sensible. chiant. Mais bon, c'est beau ce que tu racontes. Moi, en plus, on a un lien, c'est les gitans, enfin les tziganes, Ah, c'est et vrai, ces espèces de choses mélancoliques et très fortes et très belles. Et moi, Donc, voilà, elle je suis avait forcément touchée par une ce que tu racontes. vocation, Clémentine. Oui. Une vocation assez surprenante. Ah oui, oh là là, oui. Dis-moi. Oui. Je voulais être bonne sœur. Non. Si. Parce que je croyais, et je crois toujours, d'ailleurs j'ai rencontré quelqu'un qui est une des femmes rabbines ici, grâce à vous, Delphine Horviller, tu connais cette elle est femme magnifique. extra, tu vois, Bah je oui, crois, j'ai entendu parler en d'elle. ça, je crois en cette lumière, en cette espèce de spiritualité universelle, enfin, tu Exactement. vois, qu'il faut brandir aujourd'hui D'accord. comme un feu, tu vois, et c'est pour ça que je suis émue par ce que tu dis, forcément. Et donc, oui, je voulais être bonne sœur, et alors j'étais dans un couvent, dans une pension, la petite pardon. Ça, c'est son fantasme. ça. Et, non, mais non, je suis amoureuse du curé d'à côté. Oh, pardon. Mais, et donc, si tu veux, on m'a dit, Dieu t'appellera. Donc, si tu veux, c'est quand même, ne dites pas, mesdames, les sœurs, quand quelqu'un veut être sœur, ne lui dites pas, Dieu t'appellera. Non, mais je veux dire. Tu qu'on étais là nous dans le explique. téléphone à dire. Non, mais non, moi, j'attendais T'attendais la qu'il voix vienne, intérieure. tu vois, la voix. Et La puis voix. bon. Mais je l'ai eu pourtant, tu sais, Ouais. la profession de foi, tout ça. Enfin, Et bref. donc, qui vous a dissuadé? Mais non, mais c'est. Alors, c'est le. Ben, non, rien ne m'a dissuadé. Pour moi, le fait de rester dans le rêve et de vouloir raconter des histoires, d'être dans cette espèce de monde qu'on nous force à quitter quand on est petit, on veut qu'on grandisse et qu'on devienne, je sais pas quoi. Moi, je ne veux pas. Moi, je veux bien vieillir, mais je veux pas quitter mon enfance. Donc, ben, je suis restée dans cette part d'émerveillement ou de foi sur, je sais pas, en étant comédienne. Alors, forcément, après, je me suis dit, merde, c'est bizarre comme métier. Non, mais comme environnement, je veux dire, quelquefois. Allez, on revient en arrière. On a croisé, en fait, vos parcours à tous deux, Philippe et Goeppers. J'aime les hommes. Ah, j'aime Comme on dit, un homme spécialement maintenant depuis quelque temps, un seul. Et l'heureux élu, c'est Michel qui ne cache pas son amour pour Clémentine. Super nana. Madame Sans-Gêne et Mr. Swing, vous étiez vraiment faits l'un pour l'autre. Ah, il me fait rêver ce mec, hein, vraiment. Oui, enfin, ce qui vous fait rêver Clémentine, ce sont ses tubes. Dites-moi. Alors je vais vous dire pourquoi vous vous êtes si bien trouvés. Comme vous, Michel, Clémentine chante, Mon mec à moi, j'en suis folle, et c'est pas une tafiole. et pas que pour vous déclarer sa flamme. Petit déjeuner. Admirez au passage sa choré. Bon, Michel a aussi la sienne, mais c'est pas gagné. Tu es l'île au trésor que je veux trouver. Autre point commun, Abraham, le prénom de votre fils, Clémentine, et celui, Michel, de votre grand-père, à qui vous dédiez votre premier spectacle. Ta langue maternelle, c'est le yiddish. Tu as tellement l'accent que même quand tu dis rien, on l'entend. Faut dire que Michel fait aussi l'acteur et peut se révéler grand déconneur. Je ne contrôle plus rien. Vous aimez tous les deux vous grimer, en clown pour Michel et en noir pour Clémentine. Un jour, le monde sera de toute façon plus foncé qu'il l'éclaire. Tant mieux. Ensemble, vous vous engagez dans la lutte contre le sida. En revanche, va falloir s'accrocher, Michel, car Clémentine a un sacré tempérament. Voilà. Elle est du genre perfectionniste, Ça va pas, ça. et comme vous, Michel, vous êtes maniaque, ça promet. Pourquoi il y a des bruits, là? Faut le savoir, avec elle, C'est toujours un débordement d'énergie, en fait. pour Michel aussi, ça déborde. Bref, deux électrons libres qui jouent, chantent, écrivent, mettent en scène et ne s'arrêtent jamais. Dites donc, vous avez fini de nous observer comme ça. Oui, pour moi, c'est fini, mais c'est Catherine qui va prendre le relais, et elle va pas vous lâcher. C'est génial. Merci, Philippe. Qu'est-ce que vous enviez de la bio de l'autre, vous, Michel? Qu'est-ce que vous enviez de sa bio à Clémentine? On ne peut pas envier la vie de quelqu'un d'autre.
Moi, je l'admire parce qu'elle est vraiment... elle a une intensité de vie, elle est pas routinière, elle déteste ça, les habitudes. C'est une femme libre, quoi. Donc, et elle est elle-même. Le rêve de la vie, c'est d'être soi-même et de savoir déjà qui on est soi-même. Donc moi, je ne peux pas envier quelque chose de sa vie. Michel, est-ce que vous préférez aujourd'hui qu'à l'âge de 20 ans? Je m'aime bien aujourd'hui, mais... À 20 ans aussi? Oui. Chaque seconde est un baiser. Je disais ça dans une chanson, je disais chaque seconde est une nouvelle naissance et chaque rencontre est un baiser. Et au fur et à mesure de ma vie, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait du bien, qui m'ont apporté des choses. Et j'essaie toujours de profiter de ça, de l'instant présent. Donc, vous savez, une vie, c'est qu'il y a des photos, quoi. Je préfère pas la photo de mon môme quand il a 2 ans que mon môme quand il a 30 ans ou que ma fille quand elle a 10 ans. Et c'est pareil, quoi. C'est des images. Et quand on regarde en arrière, c'est agréable aussi. Puis c'est une source d'inspiration pour écrire des chansons ou pour travailler, etc. Mais il n'y a pas une photo qu'on préfère à d'autres. Hein. Vous, Clémentine, je ne suis pas sûre que ce soit la réalité. Non? Au début, quand même, vous aviez un petit peu de mal à vous accepter, non? C'est-à-dire qu'on me reprochait beaucoup de trucs. On me reprochait, tu sais, ces choix, cette liberté, tout ça. Quelquefois, ça peut faire du mal, ou tu sais, puis on peut te reprocher. J'ai inquiété mes parents, papa qui m'a dit, mais dis donc, parce que je suis un petit peu, voilà, j'ai une vie amoureuse assez... D'ailleurs, je vais juste raconter un truc, il faut que je raconte ça, tant pis, on s'en fout. Ah oui. J'étais sur un tournage et je dis à Michel, Michel, il faut que je vous dise, au début, je le rencontrais, je dis, tu sais, je vais me marier. Donc j'aimerais bien... que tu sois, je sais pas, là, enfin, je sais pas, que tu le témoin. Ça. Et puis à la fin du temps, je dis, non, donc c'est pour résumer un peu. C'était passé, oui. Mais non, mais bon, c'est pas grave. Non, mais, je veux dire, voilà. Alors, donc, si vous voulez, pour dire que... à ce propos, il y a eu une rumeur sur un mariage. Moi? Vous concernant? Oui. Ah, vieille alors, non? Très ancienne. Il y en a eu... Oui, enfin, il y a eu beaucoup de rumeurs. Hein, non, il n'y en a eu qu'une. Un jour, c'était le premier... un magazine qui s'appelait Hockey Magazine et qui avait fait une couverture comme ça, et il y avait dans les kiosques, c'était Mireille Mathieu et Michel Jonas bientôt mariés. C'était ça la rumeur, parce qu'on était en tournée ensemble. Mais il n'y avait rien eu, hein, physiquement. Ah bon? Non. Non plus. Non, mais donc voilà, il y a des gens qui vous font culpabiliser de ce que vous êtes. Et puis dans mon métier aussi, parce que j'ai fait des choix. L'autre jour, j'ai un grand ami que je ne nommerai pas parce qu'il est très connu et puis c'est un acteur fantastique. Mais il me dit, tu as tout fait pour t'éloigner. Tu as tout fait pour ne pas avoir le pouvoir Mais non, j'ai pas tout fait. C'est que j'ai culpabilisé aussi, et puis je me sentais pas dans le truc, dans un chemin. J'avais envie d'aller avec les gitans, de faire du flamenco, sincèrement. J'avais envie de faire autre chose, de chanter. J'avais envie de travailler avec mes enfants. J'ai envie de faire après Madame Sangette. Vous voyez, c'est du non-calcul qui quelquefois peut vous, voilà. Donc c'est vrai que maintenant, je me dis je suis comme ça. Eh ben, il faut l'assumer, il faut l'accepter, puis il faut surtout le vivre, enfin comme. Mais pour vous, Michel, le fait d'être chanteur, est-ce que ça a rebuté pendant un temps les réalisateurs pour vous employer au cinéma? C'est possible. On aime bien mettre les gens dans des cases. Oui, ça c'est vrai. Et moi, j'avais vraiment cette envie de mener ces deux carrières parallèlement parce que j'y voyais pas une très grande distance. Hein. Moi, quand je chante des chansons, je raconte, c'est un mélange de fiction et de réalité. Donc, finalement, moi, je suis l'interprète. Je suis un interprète. Vous voyez, il y a quand même un personnage. Donc, et quand on joue la comédie, c'est un petit peu la même chose. On est interprète, on est un instrument avec son corps et avec sa voix d'une histoire, de sentiments, d'émotions. Où est la grande différence? Peut-être que dans un sens, c'est peut-être plus facile. Moi, je pense que les chanteurs peuvent jouer la comédie. Et inversement, moins. Et inversement, c'est peut-être un peu plus difficile parce que, c'est quelque chose, quoi. Le chant, c'est quelque chose. Mais on est des saltimbanques, vous voyez. Il n'y a pas une grande différence. Elle chante, elle danse. Moi, je danse moyen. Mais on est des saltimbanques. Donc, il faut savoir chanter, danser, jouer la comédie. Il n'y a pas de grande différence si on fait les choses avec le cœur, si on fait les choses avec joie et avec bonheur. Avec et nous, on fait ça avec bonheur. Hein. C'est sûr. Clémentine, nos limites. En 1990, on a retrouvé une archive dans une émission qui s'appelle Sucré-Salé. Oui, vieux dossier. Voilà, une émission que je connaissais bien. Ah oui. Et on vous avait demandé de vous habiller en Mère Noël, d'aller faire une sorte de faire la manche, de taper, de faire la retape, pour récupérer un peu d'argent pour un SDF.
on a fait un petit concentré de tout ça et vous allez voir, c'est quand même assez comique. Vous savez qu'en fait, je suis clodo et j'aimerais bien un peu de fric pour mes collègues. Vous n'avez pas quelque chose? Allez, c'est sympa, là, un petit machin. Prends tes bifetons, là. Oh. Un bifton, si vous avez un bifton, alors là, c'est fantastique. Hein, non, lui, il paye pour moi. Et vous aussi, faites pas semblant. C'est pour les deux, ça. Oh, je vous embrasse. C'est pour une bonne heure, au moins. Je vous embrasse. C'est pour une bonne heure. Approche-toi, attention aux crevettes. Mais qu'est-ce que t'attends, là? Non, sérieux. Je vais pas t'agréer. Je suis vraiment pas là pour t'agréer. Le métro pour pouvoir dormir. T'attends pour... Comment? On ferme le métro pour pouvoir dormir. Ah, ouais. Et tu t'as aucun endroit pour dormir, ni rien. J'arrive mon moustache parce que je te dérange pas. Si je te donne, je sais pas moi, 140 balles, t'es content ou pas? Ouais. Et tu vois que le Père Noël, ça existe? Alors, il y a 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130. Enfin, tu vois, c'est pas génial, mais bon, on s'est dit... C'est énorme quand même. C'est énorme pour moi. génial. C'est énorme pour moi. Ah 1990. Vous avez un petit souvenir? C'est revenu, hein, là. Oui, c'est revenu Ça a en émergé, le regardant. ouais. Ouais, parce que après, quand... En fait, je voulais montrer ça aux téléspectateurs parce que tout est possible avec vous. Oui, enfin, oui. Oui. Bah oui, mais comment vous dire il faudrait pas, je sais pas. Si, non, mais c'est pas du tout un jugement. Non, mais je sais que ça vous éclate, quoi. Enfin, et puis vous considérez que c'est votre métier aussi. Oui, je pense que notre métier, de toute façon, ce que dit Michel, je partage totalement. Je pense que notre métier, d'abord, on a une chance incroyable déjà d'être là, d'avoir la parole, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir, du coup, transporter cette idée du bonheur comme ça, de chaque seconde. C'est magnifique ce que tu dis. C'est il y a un aspect social aussi. Oui. Non Oui. Il y a un message aussi, pour l'un comme pour l'autre, me semble-t-il, non? Oui, c'est le partage. Ben oui, c'est le partage, et puis c'est l'intensité de la vie, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est profiter de chaque seconde, c'est ça qu'on essaye de faire passer. Est-ce que vous pouvez aller au clash avec un réalisateur ou un partenaire sur un tournage quand quelqu'un se comporte mal? C'est vrai que quand on me racontait des histoires par rapport à ce genre de choses, avec des réalisateurs qui, soi-disant, poussaient leurs comédiens à bout pour qu'ils puissent enfin donner quelque chose et tout, moi, alors là, ça n'aurait pas marché avec moi. Non, moi, je suis très consciencieux. J'arrive sur un plateau, comme Clémentine, on sait notre texte. Je suis très consciencieux par rapport à ça. Je suis un artisan, je connais mon texte. Je vais donner le meilleur de moi, mais il faut qu'on me respecte. Parce que moi, je respecte le travail, je respecte le film, je respecte le réalisateur, je respecte ceux qui jouent avec moi. Il ne faut pas mal me parler. Ça ne marcherait pas avec moi et avec elle non plus. C'est vrai. Hein. Le soir, après le tournage, lorsque vous avez joué un rôle prégnant, est-ce que vous réussissez à vous en départir? On fait l'amour, hein, finalement. Et ça va mieux tout de suite, bien sûr. Ça nous détend. Bien sûr. Non, mais il y a des rôles quand même qui sont plus costauds, plus difficiles. Alors, 24 heures la vie d'une femme, que j'ai joué pendant qu'on tournait les Bovitz contre les Bovitz, ça, c'est un truc qui... Parce que, bon, il faut vraiment y aller, il y a beaucoup de drames, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions, de pleurs, de trucs. Alors, vous avez les yeux un petit peu en trou de pine, bon, ben ça, c'est... Puis après, non, mais forcément, c'est un peu... voilà, mais moi, j'adore ça. Si vous voulez, moi, j'adore cet exercice. C'est comme les acrobates des émotions que nous sommes. C'est de passer dans toutes ces choses à travers un personnage. C'est quand même ça qui est génial. Acrobate, alors j'en reste à ce mot-là. On a passé un bon moment avec vous, séparément, tous les deux. On vous a proposé une surprise, quelque chose d'assez inédit. Et parfois c'est bluffant aussi. Grosse surprise de taille. Et pour vous, voilà, c'était un univers qui vous a toujours fasciné, enfant. Ouais. J'en dis pas plus. Philippe Geppers et Anne-Rousse Leblanc. Bonjour Clémentine. Bonjour. C'est la bise. Bah oui, on s'embrasse de nouveau, il faut s'embrasser, il faut s'aimer. Voilà. Est-ce que vous aimez les surprises? Bah oui, j'en ai pas eu beaucoup récemment en plus. Indice numéro 1, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. La peinture? Non. La danse, j'ai dansé hein, déjà, donc c'est la danse, c'est pas ça. Au revoir. J'ai mes lunettes pour faire très vedette, parler anglais. Life is great. Indice numéro 2, des étudiants vont vous mettre à l'épreuve. Clown? Non. Jonglage?
Moi, je sais jongler un peu. J'ai fait l'école du cirque chez Annie Fratellini, mais il y a très longtemps, en 1912. Vous allez rencontrer des étudiants de l'école de cirque de Rosny-sous-Bois. Bonjour. Ils sont en résidence au 104. Ah, ça me fait rêver, le cirque. Ça, c'est magnifique. Regarde. Je me dis toujours qu'on devrait savoir faire ça quand on est acteur. On devrait tous savoir faire des choses acrobatiques, physiques. Ici, c'est beaucoup de travail. C'est comme rechercher tout ce qu'on peut faire avec le corps. Quel rapport vous avez à votre corps? Ah ben moi, je fais très attention. J'ai une hygiène. Là, j'ai rien bouffé. Je mange pas de la journée. Je mange un petit peu le soir. C'est un instrument pour moi, mon corps. Qu'est-ce qui peut vous déséquilibrer dans la vie? La violence, tout ce qui s'est passé, tout ça, dans le monde, tout ce qui se... C'est pour ça qu'il faut créer du rêve. Être déséquilibré, pour moi, c'est grave, c'est tomber, quoi. Il faut vite se relever. Enfin, bien sûr que je suis tombée, mais il faut vite... il faut se battre tout le temps. Ah, ça m'énerve, parce que si j'avais été entraîné avant, mais je peux pas, j'ai plus d'abdos, là, il faut que je me réentraîne. Le seul truc que je peux éventuellement essayer, c'est le film. Je sais pas si je vais le faire. Je me sens pas du tout, mais bon, on va voir. Hein. Il faut savoir avoir l'air ridicule. Tu restes avec moi? Tu veux bien? C'est comme ça le pas ou pas? Je peux pas te lâcher. Impossible. Putain, c'est trop cool. Ça va? Ouais. Quelle qualité il faut avoir pour faire ce que vous faites? Travailler. Beaucoup de patience. C'est ça. Beaucoup de patience. Vous en avez pas? Non. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est vrai. Je vais commencer par cette main-là, et il va y avoir un temps libre ici, à droite, là. Super. On dirait que ça croise, mais ça croise pas. Il faut se détendre d'abord. Comment vous gérez votre énergie? Je ne gère pas mon énergie. Voilà. J'en ai trop quelquefois, oui. Mais... Ça vous joue des tours? Ah oui, ça me joue des tours graves. Par exemple? Bah, on me prend pour une fois, je sais pas, ou on pense que je suis drogué, ou je dis des bêtises, j'ai trop d'instinct, enfin, trop de... Mais je l'attends là, il faut qu'on travaille. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Qu'est-ce que vous avez appris du cirque? C'est développer une beauté, enfin quelque chose de profond et de très poétique, pas dans le système, c'est vrai. Alors moi, je vais faire mon petit numéro. Tout con, hein. C'est rien du tout, hein. C'est quoi? Bah, c'est rien. Le cirque, par définition, c'est libre, hein. C'est pas un système. C'est pour ça que j'ai du mal dans mon métier, quelquefois. Quelle souplesse, ce poirier est magnifique. Oh. Ah, je ne saurais pas faire. Et Michel, d'ailleurs, actuellement, vous prenez des cours de body percussion. Oui, ah bon? J'ai fait ça oui, avec, pour Avignon, au Prépare Avignon, avec Loris Freeman, mon partenaire dans 24 heures la vie d'une femme, et avec Bart, un gars que j'embrasse d'ailleurs, avec toute la bande de Vestiaire. C'est un gars que j'ai connu par Vestiaire, c'est cette série avec des personnes handicapées. Et donc, c'est... Ah. Oui, enfin, c'est des trucs, bon voilà. Mais c'est très chouette parce que c'est... Yeah. Donc voilà, merci Bart, merci Ada, merci tous les potes de Vestiaire, merci Luc. Est-ce que vous avez voté pour les Césars? Non, parce que j'ai déménagé et je ne reçois plus les... D'accord. J'ai déménagé. L'Académie, s'il vous plaît. Mon adresse, c'est... Non, je vais pas demander. Mais est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous êtes satisfait l'un comme l'autre des résultats? Moi, j'aime beaucoup... j'ai adoré La loi du marché. Je ne suis pas la seule. J'aime beaucoup Vincent Lindon. J'aime beaucoup Catherine Fro. J'ai adoré Marguerite. J'ai adoré Marguerite aussi. Vraiment. Ça, j'étais content. Donc, alors, les autres films, Fatima, Mustang, ça, oui. Demain, La loi du marché, vous l'avez dit, La tête haute. C'est des films qui sont intéressants. Enfin, moi, c'est des films quand même... oui, qui font bouger un peu les choses. Vers le reflet de la société. Oui. Est-ce que vous trouvez justement que le cinéma français est bien inspiré actuellement? Ben, je crois, non mais moi par exemple, pour parler de Demain, ça m'a plu. Je ne l'ai pas vu encore, mais je me réjouis de le voir parce qu'il y a l'optique il y a quelque chose de possible, quoi. Il y a quelque chose de positif. Parce que c'est vrai, moi vous voyez, par rapport à ces histoires d'environnement et de questions, moi j'ai toujours une question, c'est-à-dire ces gens qui sont derrière les problèmes
qui sont causées. C'est-à-dire, vous voyez, il y a les forêts qu'on détruit, ou les abeilles, ou les OGM qu'on autorise, et des choses comme ça. Il y a des choses terribles, les centrales nucléaires qui nous pètent à la gueule et tout ça. Et moi, je me demande, ces gens-là derrière, vous voyez, les Monsanto et tout ça, ils n'ont pas d'enfants? C'est toujours une question, ils n'ont pas de mômes? Ils se disent pas, mais c'est quoi la terre qu'on va laisser à nos mômes et à nos petits-enfants, etc. Donc c'est pour ça que je pense que ces films-là, le Mélanie Laurent, etc., ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire, il y a de la bonne volonté sur Terre, il y a de la bonne volonté. C'est notre... Il y a tout un peuple, c'est vrai, c'était ça, il y a 7 milliards et une terre, notre mère la terre, il faut la préserver. Et tous ces films qui vont dans ce sens-là, moi je dis chapeau, quoi. Ouais, juste pour parler de la loi du marché, je sais que c'est facile maintenant parce qu'il a été, Vincent a été césarisé, mais ce que je trouve important dans ce film, c'est qu'on traite d'un sujet qui est super grave, avec une vérité et une profondeur, sans aucun effet, ni de snobisme. Enfin, je veux dire, quelquefois, dans le cinéma français, moi je trouve quelquefois, hein, de moins en moins, parce qu'il y a des sujets de plus en plus intéressants qui sont abordés, mais bon. Mais là, c'est-à-dire qu'on se croirait dans une vision d'une réalité. C'est-à-dire qu'on est dans... enfin, tout est absolument vrai. Et je trouve que c'est très impressionnant qu'un acteur, et que aussi l'actrice qui fait la femme de Vincent, et le jeune acteur qui fait leur enfant handicapé, je trouve ça dingue de la part d'un réalisateur d'arriver à donner un souffle et une telle beauté et une telle justesse dans quelque chose qui est si grave. Et il y a comme un souffle d'humanité que je trouve très, très précieux. Voilà. Michel, sagesse. Si, sagesse. On le sait, vous partagez comme ça les valeurs, des valeurs. On n'en dit pas plus. Alors, on le savait. Donc, on vous a fait aussi, on vous a proposé une surprise. Hein. C'était du côté de Vincennes. Je ne vous en dis pas plus. C'est Philippe Aiguepers et toujours Anne Rousselet-Blanc qui vous ont accompagné au cours de cette journée. Bye bye la ville. Bye bye le bois de Vincennes. Bye bye Sylvie, bye Mélinda. Bye bye Sylvie, bye. Ça va vous? Ah ben je vous adore. Ah, voilà, vous avez filmé, je vous adore. Moi je l'adore. On va vous emmener dans un endroit qui devrait vous inspirer. Ah. Indice numéro 1, oui. Vous allez voir le plus grand d'Europe. Un cygne. Un très grand cygne. C'est pas le plus grand canard ou... parce qu'il y en a des canards, hein. Et ils sont de plus en plus gros, hein. Indice numéro 2, celui qui vous accueillera ne vous crachera pas dessus. Attends, qui c'est qui nous crache dessus? C'est les lamas. Si je pense lama tibétain. Un temple tibétain? Un temple tibétain. Ça vous plaît? Ah oui, je fais partie d'une association qui s'appelle l'aide à l'enfance tibétaine et je parraine 3 enfants tibétains. Je ne connaissais pas du tout cet endroit. C'est la pagode de Vincennes. Et le plus grand Bouddha d'Europe. Le plus grand Bouddha d'Europe. Le peuple tibétain, il représente presque un monde idéal, c'est-à-dire un monde de fraternité, de paix, de compassion. C'est le monde dont on rêve pour nos mômes, ça. Est-ce que c'est votre religion? Non. Non, je suis pas bouddhiste. Je me sens relié aux Tibétains et avec leurs valeurs et avec ce qu'ils représentent et leur liberté. Après la nuit. Viens, mon frère. J'irai chercher les hautes. Viens, donne-moi ta carte bleue. Je vais te conduire vers les chemins de la sagesse. Est-ce que vous êtes quelqu'un de zen dans la vie? Je tends vers ça. Parce que ce que je ressens, si j'ai des moments où ça va pas, ou avec des pensées négatives, physiquement, je me sens mal. Ça vous arrive souvent? Eh bien, disons que de moins en moins. C'est un travail. Il y a sûrement quelqu'un qui nous attend. Le lama Gurné. C'est lui qui dirige ce centre bouddhiste. Il vous arrive de méditer avant de monter sur scène, par exemple? Oui, toujours. Je médite toujours avant de monter sur scène. Je me recentre. Il vous inspire quoi, ce son? C'est pas facile à caser sur une scène. Dans un orchestre. Moi, mon grand-père maternel chantait dans les synagogues. En fait, le chant, ça peut être relié au sacré, tu vois. C'est-à-dire, ça peut te mettre... Ces sons-là, si tu les écoutes longtemps, c'est pour te mettre dans un certain état particulier.
pas oublier que le peuple tibétain est quand même un peuple qui a été martyrisé par les Chinois et que le peuple qui est ma famille, le peuple juif, l'a été aussi. S'ils avaient pu les tuer tous, ils auraient... Et les juifs aussi. Mais c'est pas possible. Parce que les valeurs qu'ils défendent, c'est pas possible de les tuer. Merci. Merci. Je parle déjà comme un grand méditant bouddhiste. Si c'est une bonne surprise parce qu'on se sent proche. Il représente ça, le sourire, l'amour vers l'autre, tu le sens tout de suite, parce qu'il y a quelque chose de fort là-dedans. De prôner l'amour quand t'as dégusté comme ça. Si. J'improvise. Qu'est-ce qui a été le plus marquant durant ce tournage? La danse? La chorégraphie? Oui, ça c'était bien. À deux? C'était bien. Le contact avec cet homme, il était vraiment bien. Je sais pas. Il y a des choses qui ne se traduisent pas facilement avec les mots. Savez-vous, Clémentine, que Michel, en fait, édite des livres? Oui. Il a une maison d'édition. Édition Michel Jonas. Mais heureusement que vous êtes là ce matin. Hein. Ça, c'est notre dernier ouvrage. Voilà, Marguerite, la vache pleine de conscience. Voilà. Et qui les écrit? Ah bah des gens. Voilà, dont là c'est Agnès Gray. Oui. Et ce sont des illustrations de sa fille. De ma fille Anna. Oh, génial. Ah, il faut que tu le prennes, celui-là. Et ça va vous plaire énormément. Oui. Parce qu'on apprend à respirer, à méditer notamment. Ouais, moi, j'en ai besoin. Voilà, à penser aux autres, à suivre son intuition. Voilà, ce sont des conseils de bon sens. Oui, de prendre sa vie en main, de ne pas se culpabiliser, de retrouver confiance en soi, des choses comme ça, de base, quoi. Les Bovitz contre les Bovitz. Voilà. Qui de vous deux a envie de planter le décor? Vas-y, toi. Bon. Efficace, hein? Efficace. Ah oui, non, d'accord. Ouais. Donc, au départ, un cabinet d'avocats d'affaires créé par Paul Lebovitz, incarné donc par Clémentine Célarié, Simon Lebovitz et moi-même, Georges Varnier. Dès le premier épisode, Simon Lebovitz, donc le mari, enfin l'ex-mari de Clémentine, donc de Paul, meurt d'une crise cardiaque. Et ça va déclencher beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle va, elle va, comme elle le dit, il faut qu'elle trouve un sens à sa vie. Moi, je reste dans ma première vision, c'est-à-dire nous sommes là, nous sommes un cabinet d'avocats d'affaires, il faut qu'on fasse des affaires, il faut que ça tourne, il faut que ça marche. Et alors, ce qu'elle découvre, le choc, c'est un double choc. C'est le choc de la mort de cet homme qu'elle aimait quand même encore, et qu'elle découvre qui s'est marié, secrètement, sans lui dire, par une femme qu'elle a engagée. Beaucoup plus jeune. De 20 ans plus jeune, jouée par Caroline Anglade magnifiquement. Et donc ce double choc qu'elle découvre fait qu'elle va complètement abandonner les histoires de travailler pour des dossiers d'affaires. Et elle va avoir envie, plus que de défendre des affaires, de s'occuper des gens. Voilà, cette série, elle va donc aller dans le pénal, elle va plaider pour des gens avec une grande compassion. Et moi, c'est ça qui me plaît dans cette série, vraiment. C'était génial. Alors d'abord, je tiens à dire que c'était un tournage génial. Vraiment, on a tous envie que ça marche pour qu'on se retrouve. Ça. Non, mais là, c'est vrai. Non, mais là, c'est vrai. On a vraiment envie que ça continue. C'était plus qu'un tournage génial. C'était un vrai lien qui s'est tissé entre nous, qui était fort dès le début, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ce qui est bien, c'est que les épisodes peuvent se regarder complètement indépendamment des autres, mais en même temps, il y a ce rapport qui se crée entre les membres de ce cabinet et qu'on peut voir évoluer au fur et à mesure du temps. D'autant que vous avez quand même omis de dire que les deux femmes, évidemment, sont en rivalité. Bah, c'est ça l'histoire. Elles toutes deux ayant le même patronyme, les Bovitz contre les Bovitz. Voilà. Quelle est la plus-value, selon vous, Clémentine, de cette série? Parce que vous avez souvent critiqué les séries. Le plus, quoi. Ah, je pense que c'est dès qu'il y a un mot économique, je pense que c'est comme tout le monde. C'est une chose qui peut arriver à n'importe qui.
Alors, bon, je prends le cas de mon personnage, c'est une femme qui a 50 ans, qui a tout, qui est ce grande avocate, elle est belle et machin, et puis paf, elle se prend en pleine gueule ce truc. Heureusement qu'elle a cet ami Georges qui est interprété par Michel. Il y a Caroline Anglade qui lui a tout pris finalement parce que son mari meurt. Enfin, et donc, si vous voulez, c'est comme tout le monde. C'est une série qui parle de ce qu'un être humain peut faire et du combat. Moi, c'est ça qui m'a plu. Vous avez contribué, vous avez été complice avec les scénaristes, vous avez apporté des modifications. Oui. On a pas mal improvisé et ça, il faut dire qu'ils nous ont laissé cette liberté. Mais ils savaient que c'était aussi dans l'intérêt de la série pour qu'on puisse être libre dans nos personnages. Le travail qu'on a fait au préalable, c'est-à-dire ces séances nombreuses de lecture, ont été très, très, très importantes. Oui, dans une cave. Dans une cave humide. Avec nourri. Oui, c'est vrai en sans plus. Manger, sans boire. Non, mais on a répété énormément, ce qui ne se fait pas d'habitude, mais ce qu'ils nous ont dit. C'est au cinéma, Clémentine mais Dabadi et pas Thomas en Villiers télé, qu'on oui. embrasse et merci pour ces très beaux rôles et ces belles aventures. En général, moi, j'ai jamais fait de série vraiment comme ça. C'est votre premier grand rôle. Oui, c'est mon premier grand rôle dans une série. Une série c'est un premier grand rôle aussi. C'est un rôle merveilleux. Parce que c'est un rôle qui me permet, et pardon de parler que de mon personnage, de faire jaillir tout le bonheur que c'est d'être mature. Pour ne pas dire vieille, qui est un mot interdit aujourd'hui, non mais d'avoir de l'âge. Putain, mais je veux dire, jouissons de ça, plutôt que de toujours se lamenter. Alors à ce moment-là, on se suicide à 40 ans, tu vois ce que je veux dire? Non mais on va pas faire ça. Donc c'est l'âge, c'est un truc qui peut être merveilleux. Mais simplement, bon, faut pas manger, faut pas... Non, je rigole. Non, mais voilà, c'est le fait de... Et là, ce rôle m'a permis... Mais alors attention, on n'est jamais seul. C'est la troupe, c'est la qualité des acteurs, évidemment Michel, évidemment la vérité. Vous voyez l'implication, Caroline Anglade, Cécile Réboa, Nicolas Grandhomme, qui sont, et Elisabeth Vitali, dans le premier épisode qu'on a vu, qui est une actrice géniale. Et il y a beaucoup d'acteurs ils sont pas dans une série. Ils sont dans un vrai projet. Enfin, alors, mercredi de cette semaine, on a déjà vu 2. On va suivre évidemment les 2 suivants. Voilà un extrait inédit du 4e épisode. Écoute, Paul, merde! Pourquoi on est en guerre comme ça? C'est ridicule. Tu crois que c'est ça qu'il aurait voulu, Simon? Alors que tu lui as promis de veiller sur Irène? J'ai dit ça, moi. Je me souviens pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais, là? Tu montes un mur entre vous deux. Une promesse faite sur un lit de mort, c'est sacré. Et me trahir comme il l'a fait, c'est pas sacré? Il l'épouse dans mon dos, il l'engrosse sans oser me le dire. Mais enfin, c'est nul, franchement. Mais il t'a rien dit parce qu'il avait peur. C'est pas d'une crise cardiaque qu'il est mort, Simon, c'est de trouille. Attends, qu'est-ce que t'insinues, là? Hein? Qu'est-ce que t'insinues, Georges? Hein, ça veut dire quoi, ça, ce que tu me dis, là? Hein? Ça veut dire quoi? T'es en train de me dire, là, que c'est moi qui l'ai tué, c'est ça? Non, c'est pas... Comment tu peux me dire que c'est de ma faute? Enfin, mais c'est pas vrai, c'est monstrueux! C'est pas ce que je voulais dire. Ah si, vraiment! Je vais te dire un truc, Simon, c'était peut-être un grand avocat, mais c'était le roi des lâches! C'est pour ça que vous vous entendiez si bien tous les deux. Ah. Mourir plutôt que d'affronter un problème en face, c'était ça, Simon! Je t'interdis de parler comme ça de Simon. Comment tu peux être aussi dur? Je parle de mon mari comme je veux, d'accord? C'est mon mari, c'est pas le tien! Et tu as pas le monopole du chagrin. Moi aussi, il me manque à crever, si tu veux savoir. Tous les jours, il me manque. Je le veux à mort qu'il soit mort, voilà. Vous regardez, c'est marrant parce que... et vous êtes critique. Ben oui. Non? Je ne sais pas, moi j'aime. Moi j'aime bien. C'est bien de dire ça. Moi, alors que bien. je regardais Clémentine et je sentais que ça tiquait. Non, je cherche... Non, je cherche la faille ou ce qui est vrai. Enfin, tu sais, je suis tout le temps... parce que ce qui est intéressant, c'est de chercher. Mais il y a un tel abattage. Mais vous avez trouvé ça où? Cette force, cette énergie. Je me dis que, je sais pas, c'est mes parents, je pense, je sais pas. C'est ma grand-mère, qui était une paysanne bretonne. C'est mon autre grand-mère, qui était cantatrice, la mère de maman. Je sais pas, c'est mes ancêtres. Mais c'est l'Afrique, je sais pas, c'est les autres. Pour moi, on n'est que l'autre. Quand on joue la comédie, quand on essaie d'incarner un personnage, si on n'a personne en face de soi, je dis pas ça que pour toi, je dis ça pour tous nos partenaires, mais pour, vous avez pour dû Michel. souvent être très mauvaise alors, parce que les partenaires généreux, il n'y en a pas tant que ça. Hein.
Mais à ce moment-là, non, mais à ce moment-là, il faut décupler, il faut, je sais pas. Mais sinon, on s'écroule, hein, si vous voulez. C'est pour ça que peut-être l'énergie, c'est la seule arme contre. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure, quand tu étais dans le temple tibétain, tu disais, il ne faut pas se désespérer, il faut respirer. Moi, il y a des moments où j'ai quand même des énormes désespoirs, quand même. Hein. Il y a des moments où c'est la descente au puits, si tu veux, j'appelle ça. Mais on rebondit. Mais c'est dû à quoi, ça, ces grands moments down? C'est des trucs sur ce qui se passe, tout ce dont on se dit merde. Et alors, j'ai la chance d'avoir des enfants, dont un qui m'a fait découvrir des philosophes, dont Bernard Stiegler, dont Charles Pépin, dont Étienne Klein, qui est aussi... oui. Étienne Klein. Oui, et c'est des personnes, tu sais... Étienne Klein, Michel, je crois que vous le connaissez aussi, non? Oui, je le connais, je l'ai même interviewé. Voilà, je sais ça. Étienne Klein, c'est similaire, parce qu'on ne savait pas du tout, vous le connaissiez. Et il paraît aussi, vous connaissez très bien Alain Sachs, qui vous a mis en scène. Tous les deux, ils croisent leur regard sur vous, Clémentine. Clémentine, pour moi, que ce soit sur scène ou dans la vie, elle est incapable de simuler, incapable de tricher. Même quand elle est immobile, ça bouge. Et elle est toujours à fond tout le temps, du matin au soir. Même quand elle est statique, on sent des mouvements intérieurs. Enfin, on sent une vie qui n'est jamais tout à fait en repos. Ça peut aller effectivement aussi dans les moments de désarroi et de désespoir. C'est-à-dire que ça veut dire que tout est vécu avec intensité. Ouais. C'est quelqu'un à la fois réfléchi et dynamique. Mais il y a un moment où le dynamique l'emporte sur le réfléchi. Mais ça, c'est heureusement, parce que c'est ce qui fait sa grâce sur scène. Elle est très belle, mais je l'imagine pas faisant du mannequinat, par exemple. Peut-être qu'elle en a fait, j'en sais rien, mais je l'imagine pas posée sous les ordres d'un photographe. Elle a tendance à s'éparpiller, à papillonner, mais elle le revendique, c'est un art de vivre. Je dirais qu'elle est sérieuse, elle se prend pas au sérieux. Elle se fout un peu de tout ce qui est carrière. Ça lui a joué des tours, mais c'est ce qui fait aussi son charme indestructible, ce qui fait qu'elle retombe toujours sur ses pattes. Elle n'est pas dans un tour d'ivoire artistique qui serait une façon pour elle de se retrancher dans un milieu particulier où on ne voit que des gens qui font la même chose. Et pour une comédienne de sa notoriété, je pense qu'elle doit être parmi celles qui fréquentent le plus de gens différents. Commencez par moi. Je ne savais pas qu'elle s'intéressait à la physique, mais je ne suis pas étonné une seconde. Elle peut s'intéresser à tout, hein. Elle est vraiment curieuse. Elle passe beaucoup d'une idée à l'autre, hein, vous avez remarqué. Donc elle aurait pu être scientifique. Disons que ça aurait déménagé dans les laboratoires. Elle m'a refusé plusieurs pièces. Et je trouve qu'elle a fait une connerie de ne pas les jouer. Mais je ne désespère pas d'en trouver un jour une nouvelle. Mais ce coup-ci, je serai un peu plus intrusif, parce que tu m'as refusé les pièces. Tu as eu tort, mais le coup prochain, j'insisterai. Oh, que c'est gentil. Vous savez dire non? J'apprends. Ah, J'apprends, c'est très important. Ouais. Mais Alain, merci d'abord parce que c'est deux hommes que j'aime beaucoup. Et vraiment, c'est très doux d'entendre tout ça. Le physicien et Étienne Klein, vous connaissez tous les deux. Qu'est-ce que ça vous apporte de le connaître, de connaître mieux sa discipline? D'abord, à un moment donné, nos enfants nous éduquent. C'est un de mes fils qui m'a fait découvrir Étienne Klein. Ce que ça m'apporte, c'est que ça ouvre le ciel, ça ouvre quelque chose. Dans des moments de désespoir sur, quelquefois, cette espèce de médiocrité parfois, vous savez, de valeurs qui n'en sont pas. Le pouvoir, l'argent, tous ces trucs qu'on voit quelquefois à la télé ou qui nous entourent de Facebook, tous ces trucs qui nous noient dans une espèce de pensée commune bizarre. Bon, eh ben, vous avez des personnes qui réfléchissent et qui vous entraînent à le faire et qui vous ouvrent le cerveau, tout simplement. On revient au milieu du cinéma et notamment des avocats. Vous avez travaillé ce milieu-là. Je sais que vous avez vu The Good Wife, la série américaine. Oui. C'est le rôle ça se passe dans un cabinet d'avocats, le rôle donc d'une avocate, hein, c'est l'héroïne principale. Mais est-ce que vous avez travaillé l'un comme l'autre? Vous êtes intéressé à ce milieu, à cette profession, Michel? Ouais, j'en ai fréquenté quelques-uns, vu mes affaires de temps en temps. J'ai vu comment ils étaient. Ils peuvent être bons, mauvais. Mais non, c'est tout.
Moi, par rapport à mon personnage, j'avais un petit peu interrogé les auteurs pour savoir quelle était l'origine de mon histoire, de Georges Varnier, son enfance, vous voyez, est-ce qu'il a une femme, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il a des choses comme ça. C'est ça qui compte, c'est pas le travail, on peut le faire d'avocat. Et c'était intéressant pour moi parce qu'ils m'ont rien répondu, j'avais aucune réponse. Ce qui fait que ça m'a construit mon personnage. C'est-à-dire que mon obsession, c'est ma vie, c'est ce fameux cabinet d'avocats d'affaires. Et ma famille, c'est les membres de ce cabinet. Voilà comment j'ai construit mon personnage. Et tu as un personnage qui est génial parce que... Un peu lâche, hein, quand même. Mais Hein. c'est ça Un qui petit est peu, génial. Ouais. pas tout le temps, mais non, parce que je suis comme vous voyez, je suis comme une figure paternelle et que moi je suis comme ça me ressemble. C'est-à-dire, moi je voudrais que tout aille bien, que tout le monde se sente bien, que les gens entre eux s'entendent bien. Et là, je suis dans un conflit entre Paul Lebowitz et Irène Lebowitz, et je suis un peu comme ça. Et moi, je n'aime pas les conflits, je n'aime pas prendre parti, etc. Vous voyez, c'est pour ça que ça me fait une espèce de... Je ménage. Alors, avocat, il y a une barre ici sur ce plateau. Je voudrais que vous alliez derrière la barre, l'un comme l'autre. Ah bon? Oui. Et je voudrais que vous nous fassiez une plaidoirie très courte, hein. Oh là Allez, là. 1 minute, sur la suppression ou non du dimanche soir. Le dimanche soir, c'est un traumatisme pour chacun. Ah bon? Ouais. De savoir que le début de semaine revient, voilà. Alors, est-ce que vous êtes favorable au dimanche soir? Il y en a un qui est pour et il y en a un autre qui est contre. Moi, je suis favorable. Moi aussi. Bon, alors, plaidoirie sur... on garde le dimanche soir. Le dimanche soir est un moment important. Allons-y. Pourquoi? Le dimanche soir est un moment important parce que d'abord, il faut se souvenir que d'abord, on peut le vivre. On peut se dire, tiens, on est dimanche soir. Parce qu'on a le sens du fait qu'on est vivant, qu'on va pouvoir se déplacer. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. On va se dire, on va peut-être se détendre, on va peut-être penser à voir des gens qu'on aime. On va les inviter. Si on n'a pas de fric, on leur demande d'apporter un petit truc à bouffer. C'est ce que je fais quelquefois. Un petit truc à boire. Et puis, on échange des idées. Et on peut le faire avec ses voisins. On peut le faire avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On peut être inventif. On peut tout faire parce qu'on est vivant. Donc, Maître voilà Jonas, pourquoi c'est Maître bien. Jonas. Mesdames, messieurs les jurés. Oui, j'ai oublié ça, oui. merde. Oui. Enfin, monsieur le Président, Madame, Oui. Excellent. Maître. Maman, papa. Je suis absolument pour le dimanche soir, d'abord parce que ça m'évoque des souvenirs personnels, si vous permettez que je les explose. Un dimanche soir, je me souviens d'un 25 décembre 1960 où j'ai eu la chance de voir Daniel Sorano jouer Cyrano de Bergerac et je crois que ça m'a bouleversé et que ça a changé ma vie. Et puis c'est la réunion de famille, comme vient de le dire si brillamment ma confrère. C'est-à-dire que c'est le moment juste avant de se lancer dans cette semaine qui va nous prendre, nous harasser, nous travailler. C'est le moment de se réunir, de faire un repas de famille. Et c'est ce que moi j'ai vécu. On se réunissait. C'était ma grand-mère donc paternelle qui faisait très bien la cuisine. Et c'était le moment de... Vous voyez, un repas, c'est de l'amour partagé, un repas. Donc c'est bien. Et puis on se réjouit de ce fin de dimanche. Et on sait qu'il va revenir. Je suis pour le dimanche soir. Merci de m'avoir écouté. Les jurés ont décidé à l'unanimité de conserver le dimanche soir. On a gagné. C'est quand même yeah. formidable. On était bons, hein. Ah oui, très excellent. Allez, on se rend tous les trois au dos à dos, Ah bon. en alternance. Dos à dos avec vous, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans la peau d'une personne de l'autre sexe durant 24 heures? Bien, j'essayerais de plaire au maximum, quoi. Vous voyez, voilà, j'essayerais de plaire aux hommes, et puis je me toucherais les seins. J'irai au cinéma toute seule. Je draguerai les filles. Je ferai pipi. Debout, je ferais la loi. Si je voyais des mecs dégueulasses dans la boîte, je foutrais pas dans la gueule. Ah, violente. Le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Eh bien, merci. Que je suis une bonne maman. La pièce d'un ami que vous n'avez pas aimé, vous allez dans sa loge, qu'est-ce que vous lui dites? C'était génial. Mais j'essaye de ne pas rester trop longtemps. Un défaut insupportable quand on partage votre vie? Moi, je peux être susceptible. Et maniaque.
Je suis vraiment très, très bordélique et je suis un peu lâche, quoi. Si votre maison venait à brûler, qu'est-ce que vous emporteriez en premier? En premier, je prendrais mes cartons de cahiers, de chansons qui sont... j'en ai pas mal, puisque j'ai écrit quelques albums et qu'à chaque fois, j'écris une quarantaine de chansons par album, donc je prendrais ça en premier, bien sûr. Rien. Je suis absolument pas matérialiste, j'ai aucun sens de ça. Quel est votre fond d'écran sur votre smartphone? C'est le ciel étoilé de Van Gogh, parce que je suis un fou de Van Gogh. Une épitaphe que vous aimeriez voir inscrite sur votre tombe? Salut les gars. Ce qui ne te tue pas te fait grandir, donc on ne meurt jamais, en gros. Et la chanson de votre vie? Ah ben, récemment, je crois que c'est en dehors d'une chanson de Michel qui est C'est la nuit, il y a une chanson, je pense que... Il y a un jour, j'ai vu Michel interpréter Léo Ferré, je crois On s'aimera, je pense que tout ce moment qu'on a passé, ça serait On s'aimera, je crois. On le savait. Cette chanson, elle est quand même incroyable. Ah ouais. Putain, la tête qu'il a. Cette chanson, elle est... Au feu d'un feu de bois, on s'aimera pour des feuilles mourantes. Ma chanson préférée de toi, c'est la nuit. Ah bon? Je sais que ça, c'est une chanson qui vous est commune, au moins l'interprète, hein, Léo Ferré, très important hein, pour vous. Ah, moi j'adore Léo Ferré. Je trouve que, par exemple, La mémoire et la mer, la Marie, je l'ai dans le cœur qui me remonte comme un signe. C'est une des plus belles chansons françaises qui soit. Moi j'adore Ferré. Clémentine, la chanson que vous préférez de Michel? C'est la nuit. C'est la nuit. C'est l'heure des privilèges, oui. Allez-y, allez-y. La grande, la belle. Ma complice est ma seule compagne, mon Isabelle. C'est tellement beau et moi j'aime tellement la nuit. Et quand... Moi aussi. Moi j'étais très amoureuse de Michel. Hein. Je suis toujours, hein, j'étais très amoureuse de lui. Mais je le suis toujours. Enfin. Vous le saviez, Michel? Sûr de ne pas être amoureuse de Michel, il faut être débile. Non, mais voilà, on a plein de liens. Et alors, on entend aussi votre voix sur le générique de Lebowitz contre Lebowitz. Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un feu. Il est là, il est bien présent. Je suis un peu émue, donc je ne sais plus les paroles. Lebowitz contre Lebowitz, c'est durant encore 3 semaines. Il y a 2 épisodes, chaque mercredi. Oui. Bon, on croise les doigts. Il y a bien sûr une nouvelle série qui se prépare. Nouvelle saison, moi je sais qu'elle est en écriture. Elle est en écriture, mais elle dépend peut-être un petit peu du succès de la première. De la façon dont ça va se passer. Ouais. Moi j'y crois. Merci. Moi aussi. Moi aussi. Ouais. Bon, merde alors pour la suite. Allez, on l'a dit. Je voulais aussi remercier celle qui est exposée sur le plateau de Thé au Café. Ça pète de couleurs. C'est Hélène Jacques. Elle expose aussi du 10 mars au 2 avril à la Galerie Insula, rue des Grands Augustins à Paris dans le 6e. Hélène Jacques travaille sa peinture comme une performance au sol et sur des grands formats, dans l'impulsion et l'immédiateté. L'immédiateté qui est chère à vous, n'est-ce pas? Tout à fait. Du bonheur, le bonheur immédiat. Il faut le vivre. Il faut le vivre, chaque seconde, et on le crée. Ouais. Un grand merci, merci à vous d'avoir pris ce thé ou ce café avec nous. En avant toute, c'est une mobilisation en fait, de toutes les chaînes de France Télé. En avant toute, c'est-à-dire avec un tropisme, un regard sur les femmes. Et ça, évidemment, à l'occasion du 8 mars, c'est après-demain, le 8 mars, et pendant une semaine sur France Télé. Et je trouve que vraiment cette série Lebowitz contre Lebowitz reflète bien d'ailleurs, en avant toute. C'est-à-dire que vraiment, vous donnez une pulsion là, dans votre personnage principal et une vie, une force, une pugnacité aussi, une drôlerie, de l'humour. Enfin, c'est un personnage qui lui ressemble. Hein. Ah ouais, totalement. Chapeau en tout cas, chapeau à vous deux. Vous revenez vraiment quand vous voulez. L'émission elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir aussi sur plus.fr, également sur notre site et sur nos nouvelles chaînes YouTube, la
chaîne Thé ou Café, tout simplement, est à votre disposition. Passez une très très bonne semaine. Merci beaucoup. Merci Clémentine. Merci, Catherine. Merci Michel. Catherine. Au revoir. Merci à vous. She